Alors c'est là où d'habitude moi j'aime bien griffonner au tableau et vous présenter. Bon, allez, avec les mains je pourrais, mais griffonner. J'ai un tableau virtuel, mais j'ai pas regardé comment m'en servir. Donc on verra comment ça se passe. Alors le plan du cours, je vais vous faire des rappels de cinématique, loi de Newton, boucle de simulation, et on va voir que toute la dynamique newtonienne se base sur le fait qu'un objet est soumis à des forces pour avoir un mouvement. Et donc, pour pouvoir simuler ce mouvement, il faut savoir comment modéliser ces forces. Et donc, je vous donnerai les forces qu'on va utiliser en TP, entre guillemets. Et puis après, on verra que dans la boucle de simulation, on a un calcul d'intégrale à faire. Et puis, je vous présenterai ces méthodes-là, des méthodes plus mathématiques. Alors, cinématique du point matériel, c'est ce que vous avez dû voir au collège ou au lycée, si vous avez des vagues souvenirs. Mais c'est de se dire, quand je vais étudier le mouvement, avant d'étudier le mouvement d'un objet là complet, je vais étudier pardon, simplement le cinématique d'un petit point, d'accord? Donc la définition physique, c'est un morceau de matière qui est suffisamment petit pour pouvoir repérer sa position par ses coordonnées. D'accord? Donc forcément on est dans l'espace 3D, un x, y, z, et puis vous faites un point, d'accord? Et ben il a ses coordonnées en x, y, z. Donc on a la position de ce petit point matériel. Et un corps solide, il est assimilé à ce point matériel si son mouvement est limité à l'étude du mouvement de son centre de masse. Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais. Pour un objet rigide, j'ai pas besoin de savoir le mouvement là de tout le bord de ma bouteille là que j'ai dans les mains. J'ai simplement imaginé un point à l'intérieur, c'est le centre de masse. Je regarde comment il se comporte lui, et puis je pourrais faire le mouvement de tout l'objet. D'accord? Pour les objets déformables, euh, j'ai ça qui est déformable là, mon agenda. C'est un peu plus compliqué parce que mon centre de masse, à la rigueur, il est là, mais il va pas me dire comment tout se comporte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que se dire cet objet, finalement, c'est plein de points matériels, plein de petits points qu'on va appeler les particules, et puis je vais regarder le mouvement de ces petits points au cours du temps, et j'aurai mon mouvement de mon objet. Et donc, en informatique graphique, vous avez l'habitude, l'objet, il est représenté par un maillage. Le maillage, c'est quoi? C'est un ensemble de sommets qui sont connectés entre eux par des arêtes. Voilà, mes sommets, c'est quoi? C'est mes particules. Je regarde le mouvement de ces sommets, ça fait le mouvement de mes particules au cours du temps, et je vais pouvoir animer comme ça mon objet. Donc, je regarde ce que j'ai écrit sur le slide. L'objet déformable, c'est un système de particules, donc un ensemble de particules. Discrétisation de l'objet, donc l'objet, c'est un ensemble de particules P, et à chaque fois, pour une particule, je vais définir sa position, définie par xi dans l'espace 3D. Et puis, ce qui va être important, c'est sa masse. D'accord? Il y aura une définition de la masse qu'on note m petit i pour la masse. Donc, slide suivant, les coordonnées de mon point. Je vous ai dit, on va regarder les coordonnées de mon point matériel. Là, le point M qui a sur ce slide, en fait, on va suivre sa trajectoire au cours du temps. D'accord? Donc du coup, sa position, c'est un x, y, z, mais qui peut évoluer au cours du temps. Donc du coup, la position du point M, c'est sa position, la OM, c'est-à-dire sa position par rapport à l'origine de mon repère 3D. Mon repère 3D, il a 3 vecteurs unitaires IJK, et donc quand je définis sa position, finalement, c'est le X par rapport au, repère, au vecteur initial I, le Y par rapport à J et le Z par rapport à K. D'accord? Et puis, donc, si ce point, il évolue au cours du temps, au lieu de définir, entre guillemets, un X, Y, Z, ça va être un X qui dépend du temps, X de T, Y qui dépend du temps, Y de T, et Z qui dépend du temps, Z de T. Et donc, du coup, ce mouvement-là, il est défini par le grand X de T. D'accord? Donc, c'est la position du point M au cours du temps. Donc, si je reprends le sommet de mon maillage, mon maillage, c'est un ensemble de sommets. Chacun des sommets, c'est un x, y, z. Et maintenant, vous avez un x, y, z à un temps donné. Et puis, vous faites évoluer ce temps. Ça fait évoluer ces positions. Vous avez votre mouvement de l'objet. Donc, notion de position. Donc ça, vous connaissez. Et puis, vraiment, pour faire bouger, il faut rajouter la notion de vitesse et d'accélération. Avec quelle vitesse, quelle accélération ça induit aussi. Donc la vitesse, pour rappel, c'est la dérivée par rapport au temps de la position.
Donc la dérivée, elle a plusieurs notations que vous avez pu connaître. Donc la dérivée mathématique, hein, c'est d sur dt de ma position x de t. Donc soit vous l'écrivez x' de t ou x avec un point dessus. Ok, donc ça c'est la vitesse, la dérivée par rapport au temps de la position. Et l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Et donc du coup, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai marqué que l'accélération a de t, qui dépend du temps, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse, donc c'est v' de t, et c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position, donc c'est u seconde de t. Ok? Donc là, voilà, les notions qui sont importantes, si vous avez de quoi griffonner à côté, c'est ce que j'aurais écrit au tableau, c'est mon point matériel est défini par sa masse, par sa position x de t, qui évolue au cours du temps, par sa vitesse v de t, et par son accélération a de t, et donc la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de la position, et l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, donc la dérivée seconde de la position. Ok pour tout le monde? J'en profite pour noter celui que j'ai pas noté. Ok. Donc ça, suivant. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc toute l'animation que je vais vous présenter, on appelle ça dynamique newtonienne parce qu'on est basé sur les lois de Newton. Donc, il nous faut, on va regarder le mouvement d'un point. Donc, je vous ai dit un point est caractérisé par sa position, vitesse, accélération et par sa masse. D'accord? Et sa masse, alors en mécanique, hein, en physique, c'est important de bien regarder les unités pour être cohérent. Et la masse, elle est en kilogrammes. Et après, ce qu'on va regarder, c'est les forces qui sont appliquées sur cet objet. D'accord? Donc, la force, elle est définie en newton, d'accord? Parce que c'est Newton qui avait un peu mis ça en avant. Voilà. Et du coup, on va voir qu'il y a un lien. En fait, les lois de Newton, ça nous dit que il y a un lien entre les forces appliquées sur l'objet et le mouvement induit. Et notamment, donc, il va réussir à le relier les forces appliquées sur l'objet et l'accélération qui est induite sur l'objet. Et donc, il nous dit que l'accélération de l'objet, elle est proportionnelle à l'intensité de la force. Et notamment, quand on dit qu'on applique une force d'un newton là, sur un objet, bah, c'est quoi la force d'un newton par définition? Bah, c'est l'intensité de la force qui est requise pour donner une accélération d'1 mètre par seconde au carré à une masse d'1 kilogramme. D'accord? Donc imaginez là que j'ai un objet qui fait 1 kilo dans ma main. Je vais lui faire le lancer et qu'il ait une accélération d'1 mètre par seconde au carré. Bah, pour ça, ça veut dire que la force que je vais lui appliquer, c'est une force d'un newton. Et donc là, c'est en fait c'est le principe fondamental de la dynamique hein, que vous devez connaître. Somme des forces égale ma. Donc si je regarde tout de suite hein, l'équation, imaginez que là vous avez F qui était ah oui je suis en train de donc vous voyez le F c'est une force d'un newton, bah, c'est égal à m. Vous mettez une masse d'1 kilogramme et x l'accélération 1 mètre par seconde au carré. Donc vous avez bien le lien entre cette force d'un newton, la masse d'1 kilogramme et donc je repasse à l'accélération qu'on avait marquée là d'1 mètre par seconde au carré. D'accord? Donc somme des forces égale ma et donc les lois de Newton là je reviens dessus. Il y a deux lois qu'on va utiliser. La première c'est que Newton nous a dit que en l'absence de toute force externe un objet au repos reste au repos. D'accord? J'ai un objet qui bouge pas, en fait, il bouge pas parce qu'on lui applique pas de force dessus, ou bien toutes les forces qui sont appliquées dessus s'annulent. D'accord? Si on verra après, hein, l'objet là, je le pose sur une table, il bouge pas. En fait, c'est parce que toutes les forces qui sont appliquées dessus, en fait, la somme des forces appliquées dessus est égale à 0. Mais donc, première loi de Newton, en l'absence de toute force externe, un objet au repos reste au repos. Et puis, il nous dit que bah, si par contre j'ai un objet qui est en mouvement, et qu'aucune force extérieure ne lui est appliquée, alors sa vitesse reste constante. D'accord? Imaginez que j'ai mon objet là, je le lance,
Et imaginez qu'on n'est pas dans l'air, hein, il n'y a pas de frottement, bah, logiquement, s'il est en mouvement, bah, ce mouvement, il resterait infini s'il n'y a aucune force qui lui est appliquée dessus, quoi. Sa vitesse resterait constante, quoi. Il ne s'arrête pas. Et donc, il nous dit que le mouvement d'un objet, en fait, ne peut être modifié que par l'intervention d'une force. Donc, voilà ce que nous dit Newton. Donc, mon cours, là, il est basé, entre guillemets, que sur la somme des forces égale ma. Donc, s'il y a une équation à retenir, c'est celle-ci. Et on va voir, hein, donc toute l'animation se base dessus. On calcule les forces. La masse, c'est quelque chose de connu. Et comme ça, on peut en définir, on peut en déduire les accélérations qui sont dessus, qui sont appliquées à cet objet. Donc voilà, bah justement, c'est le slide suivant. Boucle de simulation. Simulation, elle est basée sur cette équation-là. Somme des forces égale ma. Et si je mets dans l'autre sens, du coup, bah, l'accélération de mon objet, c'est quoi? Bah, c'est la force divisée par la masse. D'accord? J'ai fait passer la masse de l'autre côté. Et donc, quand on va faire une boucle d'animation, donc ça veut dire quand je veux faire bouger mon objet dans ma scène, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord calculer toutes les forces qui sont appliquées sur mon objet. Donc c'est la suite du cours, hein, on va voir qu'est-ce que c'est que ces forces. Mais imaginez que vous avez réussi à les calculer. Donc à partir de là, comme la masse est une donnée de mon problème, donc je divise ces forces par la masse et j'obtiens l'accélération de mon objet. Et puis après, bah, je sais que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc je fais l'intégrale de mon accélération, j'obtiens les vitesses. Et je sais que les vitesses, c'est la dérivée par rapport au temps de ma position. Donc je fais encore une autre intégrale de mes vitesses et j'obtiens mes positions. Et les positions, bah, si je fais ça à chaque pas de temps, au cours du temps, bah, j'ai les positions successives de mon objet et ça y est, j'ai son mouvement. D'accord? Donc, on va le voir à la suite, mais imaginez, je lis en même temps là ce qui apparaît. Donc, les frottements de l'air, ouais, c'est une force externe. Donc, c'est pour ça que si je fais tomber ma règle là, donc les forces que je dois prendre en compte, c'est la gravité. Donc là, on va le voir juste après. Et puis, il y a l'air ambiant. Donc, ça va faire un frottement un peu uniforme qu'on va prendre en compte pour faire tomber cet objet. Et P égale mg, on va le voir après. Et donc, justement, ce mouvement-là, cette force, elle dépend de la masse de l'objet. Donc ça, on va le voir après. Ah oui, et donc pourquoi j'avais pris cette règle dans ma main? Donc imaginez, donc je veux faire tomber justement cette règle. Cette règle, c'est un maillage avec un certain nombre de sommets. Donc je vais regarder juste une particule, juste un des sommets, comment il va se comporter. Donc je vais calculer justement toutes les forces qui sont appliquées sur cette particule. Donc justement là on va voir hein, que c'est la gravité qui est appliquée notamment. Je fais ça. Donc ce que j'ai pas là que j'aimerais griffonner. Le but du jeu c'est de faire ça à chaque pas de temps. Donc le temps c'est quelque chose de continu. Je sais pas si vous voyez en fait. Vous voyez là ou pas ce que j'ai écrit? Le temps, c'est quelque chose de continu, donc forcément, il faut le discrétiser. D'accord? Et donc, au lieu de regarder ma droite qui est continue, bah, je vais regarder simplement des points. Là, j'ai marqué t égale 0, t égale 1, etc. Donc, on va discrétiser le temps. Et donc, à chaque petit t, là, je vais faire mes calculs. D'accord? Et puis, l'intervalle qu'il y a entre deux temps, c'est ce qu'on va appeler delta t, le pas de temps. Et donc, selon les méthodes, il faudra donner une bonne valeur à ce delta t pour faire mes calculs. Mais donc, à chacun des t, donc là, je suis à t égale à 0, je calcule les forces qui sont appliquées sur mon objet. On va voir après comment. Je fais ça. Je divise par la masse de mon objet, une donnée du problème. J'obtiens mon accélération au temps t0. Je fais l'intégrale. On va voir aussi comment. Et puis, comme ça, j'obtiens ma nouvelle position, là, mon XYZ de mon sommet, de mon maillage. Et je fais ça à chaque pas de temps. Et je vais avoir le mouvement comme ça de mon objet. On va voir ça. Donc, première étape, en tout cas, c'est calculer les forces qui sont appliquées à mon objet. Parce que si je ne sais pas faire ça, bah, je ne sais rien faire de la méthode. Parce que tout est basé sur les forces qui sont appliquées sur l'objet. Alors la première justement, bah, c'est l'objet qui tombe, c'est la force de gravité.
Donc, d'où elle sort cette, je vous ai dit, hein, P égale mg en fait, mais d'où ça sort? C'est la force de gravitation. Donc là, je lis le slide. Si vous avez deux masses, donc regardez, j'ai deux masses dans les mains. Elles ont elles pèsent chacune 1 kilogramme et elles sont séparées d'1 mètre, d'accord? C'est la distance barrière de 1 mètre entre les deux. Et ben en fait, ces deux masses, elles ont des interactions gravitationnelles. Finalement, elles s'attirent. Et ces deux masses donc s'attirent avec une force d'intensité égale, mais de direction opposée. Et c'est ce grand G là, on va pas, je vais pas vous sortir d'où ça sort, mais voilà, on a quelqu'un qui a trouvé ça, c'est que ce grand G, c'est cette valeur-là, là, 6,67, 10 exposant moins 11. Le N, c'est pour des newtons. Kilogramme moins 2, donc c'est sur kilogramme au carré, mais je fais la division, par mètre au carré. D'accord? Donc on voit déjà en fait le lien aussi entre la masse, la distance m et les newtons. Ouais, les unités, elles sont importantes. C'est le système international. Donc quand on parle en force, c'est des newtons. Quand on parle des masses, c'est des kilogrammes. Quand on parle de distance, c'est des mètres. Et ça, c'est vraiment important d'ailleurs quand on fait les simulations, de ne pas se tromper, quoi. Et donc non, normalement, ça doit pas être adapté, hein. C'est que, enfin, votre objet, quand vous allez faire une scène, il faut bien dire quelle taille il est, et puis normalement mettre les masses en fonction de ça, quoi. Et donc j'ai ce grand G, et donc on nous dit là que la force de gravité, de manière générale, pour ces deux masses, donc mes deux objets de masse enfin là c'est plus de masse 1 kilogramme, mais c'est petit m et grand m. Elles sont plus distantes d'1 mètre, mais cette fois-ci, la distance entre les deux, c'est R. Donc, de manière générale, là, ce G, là, c'est finalement la force de gravité. C'est ce G que je multiplie par la masse petit m et grand M. D'accord? Donc, la première ligne, le G, c'était quand mes masses valaient 1. Maintenant, elles ne valent pas le 1, mais elles valent petit m et grand M. Et puis que je divise par la distance. Donc tout à l'heure, elle était divisée par 1 au carré, mais en fait, de manière générale, c'est R au carré avec R la distance entre mes deux masses. D'accord? Donc ça, c'est la force de gravitation. Et en fait, de manière générale, celle qui nous intéresse, là, c'est le P égale mg qui fait tomber ma règle sur ma table, là. Donc c'est le slide d'après, c'est de se dire, en fait, on va tout le temps se considérer que ma grande masse, là, mon grand thème, finalement, c'est ma Terre, qui est représentée par son centre de masse. Et donc, du coup, je reprends, pardon, le slide d'avant, ce truc-là, dans cette équation, donc je prends le G que j'avais, qui est noté à la ligne au-dessus, je prends mon grand thème qui est la Terre, et par rapport à la distance, c'est par rapport au centre de masse. Donc je fais ce calcul-là. Donc le G d'avant, le M par rapport à la Terre, la distance, c'est le rayon par rapport au centre de la Terre. Et donc j'ai toujours ce calcul-là, le 9,81 que vous devez connaître, la constante là. Le petit G, 9,81 M par seconde au carré. Et qui est donc soit d'ailleurs vous mettez m par seconde au carré, donc ça c'est les deux façons de marquer les newtons. Donc je vous ai dit, le newton c'est l'unité d'une force, ça relie les masses à la distance. Donc soit on marque en newton, soit on marque par rapport à la masse et à la distance, c'est pareil. D'accord. Et donc du coup, tout ça pour dire, je reprends ça, donc le grand G, j'ai mis le grand M, j'ai mis la distance par rapport au centre de la Terre. Et du coup, dans l'équation, la force de gravité, il reste que le petit m. Et donc, ça fait le P égale mg que vous connaissez. D'accord? Donc, la force de gravité appliquée à un objet là qui tombe, c'est quoi? C'est moins F pour le faire tomber. En fait, si jamais mon vecteur unitaire, là, il est vers le haut, moi, je veux faire tomber l'objet qui est attiré par le centre de la Terre. D'accord? Donc, vers le bas. Et puis, donc, c'est le petit g que j'ai calculé. Donc, en gros, je reprends cette équation-là. Donc, vous enlevez que le petit m que vous mettez à part et vous avez déjà fait le calcul de grand G fois grand M divisé par R au carré. D'accord? Et bien, vous avez la force de gravité. Donc, c'est la force qu'on va faire appliquer sur ma règle là pour qu'elle tombe par terre. Et puis,
En TP, là, on va faire un tissu. Ça va être la force que vous allez faire appliquer. Imaginez qu'au départ, le tissu est comme ça. Je tiens que deux coins. Il va tomber, là, justement, par rapport à la force de gravité qui est appliquée à chacune des particules de mon tissu. Et pour pouvoir faire ce mouvement-là. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est la première force qu'on va appliquer et que vous allez faire en TP. Le slide d'après, c'est pour vous dire que la force de gravité, c'est un peu une force à part, enfin, au sens que c'est une force qui est sans contact. Hein. On peut rien y faire. Il y a cette gravité qui s'applique partout sur nous et donc et qui s'applique de manière uniforme à l'environnement. D'accord? Donc j'ai marqué quoi? Un environnement soumis à la gravité, un environnement qui est toujours soumis à une force constante dans le temps et dans l'espace. Et on verra en TP, c'est une, je l'ai mis en constante dans ma, enfin, on verra. On définit une scène et puis j'ai mis cette valeur de la gravité et puis vous pouvez vous amuser à la modifier pour voir ce que ça fait. Mais en tout cas, c'est une force qui s'applique sur tout le monde. On verra en TP où est-ce qu'on la met, quoi. Ok, alors deuxième force qui va nous intéresser, moi je vous ai dit qu'en TP justement, on va simuler un objet déformable, un tissu, et que ce tissu, c'est un ensemble de particules, et en fait on va utiliser un truc qui a été conçu en informatique graphique pour modéliser un objet déformable de manière facile, entre guillemets, c'est utiliser un système masse-ressort. C'est quoi? Donc c'est se dire que je veux simuler ce tissu là. Je vous ai dit, en fait je peux les dessiner, que c'est finalement ce tissu, c'est un ensemble de particules. Hop, donc j'ai fait des points là sur mon tissu. Et en fait, je veux pouvoir faire ce mouvement-là. D'accord? C'est des gens en informatique et graphique qui se sont dit, bah tiens, en fait, il suffit de relier finalement ces particules par des ressorts. Un ressort, hein, ça s'étire, ça se contracte, ça se rétracte. Ça fait ce mouvement-là. Donc voilà, mes particules, j'ai le zigzag que je mets, le zigzag, c'est modélise un ressort. Donc je mets des ressorts entre et finalement je vais réussir à faire bouger mon tissu. Donc on va voir, hein, je vous présenterai après. Donc ce système masse-ressort, il nécessite de savoir calculer les forces d'un ressort. Parce que donc les particules, elles vont être soumises à la gravité et à la force de ces ressorts. Donc pareil, les forces de ressort, vous avez dû voir ça au collège ou au lycée. J'imagine qu'on le fait encore. Donc un ressort, donc c'est schématisé là en bas, vous voyez. Donc la boule noire, c'est une particule qui est fixée. Mon zwig là, c'est mon ressort. Et donc imaginez que j'ai un ressort dans la main et en fait, si vous tirez sur le ressort, il a qu'une envie. Niveau prépa maintenant, bah dis donc, c'est triste. Nous on s'amusait de mon temps à le faire ça au lycée, je pense. J'ai pas fait de prépa, j'ai fait le DUG qui n'existe plus. Vous imaginez que j'ai un ressort dans la main. J'imagine, vous avez toujours eu, vous avez déjà bidouillé rien que dans les piles. Hein, enfin, ça tient. Vous voyez un petit ressort. Donc, je tire sur mon ressort, je le lâche. Il n'y a qu'une envie, c'est de repartir dans ce sens-là. D'accord? Donc là, c'est le schéma du milieu, c'est que quand j'applique une force qui va vers l'extérieur, là, c'est la flèche qui va comme ça. La force de rappel, on appelle ça la force de rappel du ressort. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller dans l'autre sens. Donc, si j'ai une certaine longueur au départ de mon ressort, la différence de longueur, je l'ai appelée delta, il devient positif parce que je l'ai allongé, j'ai étiré, et après, la force de rappel, elle va dans l'autre sens. Avec une envie, c'est que le ressort redevienne à sa taille initiale. Et si au contraire, j'ai un ressort et j'applique dessus, c'est-à-dire que je suis en train de le rétracter, ça veut dire que le delta devient négatif parce que sa taille est plus petite, je tiens le ressort comme ça, il n'a qu'une envie, pouf, c'est de repartir dans l'autre sens. Donc j'ai la force qui repart dans l'autre sens. D'accord? Donc de manière générale, la force de rappel exercée par un ressort, donc force, hein, je schématise par F comme force, et c'est le même terme en anglais, c'est moins parce que quand je tire dans un sens, il va toujours dans l'autre sens et je retracte, il va dans l'autre sens. Donc c'est dans le sens opposé, moins
K, donc ça c'est un paramètre mécanique d'un ressort, c'est ce qu'on appelle la raideur. Donc ça c'est un paramètre de manière pragmatique, dans le TP, il faudra mettre une valeur, vous pouvez vous amuser, mais parfois ça fait exploser, mais voilà, il y a une valeur à mettre et c'est une constante. Donc moins K cette raideur et delta U, donc c'est l'élongation de mon ressort. Donc soit je l'allonge, donc c'est la différence entre la longueur au repos de mon ressort et la longueur actuelle. Donc je recommence. Je sais pas si c'est marqué comme il faut. Un ressort, il va être défini par deux particules, par une raideur et une longueur au repos. Je suis en train de faire un dessin en même temps. Les particules, je les appelle A et B. D'accord? Donc c'est ça qui est important à retenir. Un ressort, c'est quoi? C'est potentiellement deux particules, A et B. Et puis surtout le ressort entre lui-même, donc il est défini par une raideur, qui est une constante, et on lui donne une valeur au départ. OK? Et puis une longueur au repos, c'est-à-dire que quand je touche pas à mon ressort, à quelle longueur il fait. Et puis après, bah, je vais tirer sur mon ressort. Merde, je cherche une nouvelle couleur, j'en ai pas. Ah, j'ai que des stylos qui marchent pas. Hop. Merde. J'ai tiré là sur mon ressort en marron. Donc là, le delta, c'est la différence entre la longueur au repos et sa longueur actuelle. Et sa longueur actuelle, si c'est connecté entre deux particules, il suffit de regarder les positions de A et B. D'accord? Et je vous dis donc la force, c'est moins K et cette différence de longueur. Donc la force est toujours opposée à la déformation. Donc ça, je vous ai dit. Delta, c'est le déplacement du ressort. Et donc K, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur. Et donc, on fait le lien. La force est en newton. Delta, c'est une différence de longueur, donc c'est en mètres. Et donc forcément, la raideur, elle est en N par mètre par mètre. Dans un tissu en mouvement, les deux extrémités du ressort sont en mouvement. Est-ce que ça change les équations? Non. On verra après, bah, du coup, en fait, dans notre bloc de simulation, on va considérer là les deux particules A et B, et puis pour chacune des particules, on va calculer les forces qui sont appliquées sur A et puis sur B, et puis on va voir ça. D'accord? Mais ça, on le verra juste après. Je termine par le système masse-ressort, là, ce coup. Ok? Donc là, c'est juste savoir la force d'un ressort, là, ce que c'est. Ça va pour tout le monde, ouais, pour la force du ressort? Donc, on a vu la gravité, on a vu le ressort parce qu'on va en avoir besoin pour un système masse-ressort. Et puis, d'autres forces qui peuvent être intéressantes à savoir modéliser, c'est les forces de dispersion, de friction, de frottement. Donc, force de dispersion, bah, c'est simplement là, quand je jette mon objet, on vit dans l'air, hein, d'accord? Donc il va y avoir des frottements dus à cet air, et donc ça va faire diminuer les vitesses. Donc on va voir comment on fait ça. Et force de friction, bah, vous imaginez, vous voyez, j'ai ma règle là, je la fais bouger sur ma table. Si vous voyez bien, moi je vois pas en fait ce que je fais. Ouais, voilà, et ben donc il y a des frottements entre ces deux objets, et donc comment on arrive à animer tout ça. Donc la première force, donc la première chose que je vous ai expliqué, donc c'est ces forces de frottement. Donc l'exemple que j'ai pris là, c'est j'ai une surface là grise, je mets un cube bleu par-dessus. Mes objets bougent pas. En fait, ils bougent pas parce que je vous ai dit, donc soit il n'y a pas de forces qui sont appliquées dessus, ou bien plutôt la somme des forces est égale à zéro et c'est l'équilibre. Donc ça va être plutôt sur ce cas-là. Et donc là, les forces qui sont appliquées, bah, il y a le P égale mg, le poids de l'objet qui s'applique sur la surface grise. Et puis, je sais pas si, donc du coup, j'avais fait ça un jour, il y a toujours une force de réaction en fait. Il y a toujours, généralement, il y a toujours deux forces qui s'opposent. Donc là, le poids et du coup, la réaction due à ce poids.
et comme ça s'équilibre là, donc le poids c'est mg et donc la réaction c'est moins mg. Et donc j'ai marqué en l'absence de frottement, la réaction R du support est toujours normale à la surface. D'accord, et on a bien cet équilibre, hein. Donc le poids plus la réaction à ce poids égale à 0, et c'est pour ça que j'avais ma réaction est égale à moins mg. Et on va essayer d'étudier un peu le frottement entre ces deux objets, et notamment, par exemple, imaginez maintenant que ma surface, là, elle peut s'incliner. Donc je vais avoir du coup mon cube qui glisse, ou bien toujours sur ma surface, j'ai mon cube et par contre je veux lui appliquer une force pour le faire bouger. D'accord? Donc du coup, dans les deux cas, là, je vais avoir un frottement de mon cube sur ma surface grise. Donc je regarde ce que j'ai écrit. En présence de frottement, donc là, j'ai vu la réaction, là, elle est vraiment perpendiculaire à ma surface. D'accord? Le terme normal, hein, c'est perpendiculaire à la surface. Donc, et par contre, quand il va y avoir des frottements, la réaction R, là, elle va plus être normale à la surface. Il va se passer quelque chose. En physique, il y a deux coefficients de frottement qui se distinguent. Donc, la lettre que j'ai mise, c'est un mu. Il y a le frottement qu'on appelle statique, mu de S, et le frottement qu'on appelle dynamique, mu de D. Le frottement statique, c'est le frottement qui se passe quand l'objet est à l'arrêt. Et du coup, il y a la force induite là. La force de friction statique, c'est la plus petite force qu'il faut appliquer pour que l'objet se déplace. D'accord? Donc au départ, ils sont l'un sur l'autre, ils bougent pas. Et puis, quelle force je vais appliquer à mon objet pour qu'il commence à bouger? Donc j'ai ma règle. Il faudrait que je trouve un cube. J'ai pas de cube. Je suis dans la chambre de mes enfants et je cherche des choses. Hop. Donc ma surface, mon objet par-dessus, ça bouge pas si je fais pas tout tomber. Et après, il va y avoir donc j'applique une force là avec mon doigt, elle est toute petite donc j'arrive même pas à le faire bouger. Et puis à un moment donné, je vais réussir à le faire bouger. Et c'est là où c'est cette force de friction là, c'est la force minimale que j'ai appliquée pour réussir à faire bouger l'objet. Et donc, il s'oppose au déplacement, même à l'arrêt. Et dynamique, c'est quand, à partir du moment où il se met en mouvement, c'est là où on appelle le frottement dynamique, ce coefficient de frottement dynamique. Donc, statique, c'est au début, ça bouge pas. À un moment donné, hop, je vais réussir à le faire bouger et après, je passe en dynamique. Donc, pour illustrer ça, donc le premier cas, c'est mon plan, là, il est vraiment à l'horizontale et j'ai mon objet dessus. Donc au début, je suis à l'équilibre comme tout à l'heure. Donc j'ai mon poids d'un côté et puis la normale de l'autre. Et la réaction, c'est la somme des deux qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc ce que je fais apparaître, donc c'est là où il me faudrait le stylet. Donc vous regardez le premier schéma. Donc j'ai mon cube bleu, le centre de gravité G, le poids, la normale. Donc ça c'est bon. Après, je vais lui appliquer une force. Donc là, je suis en train de tirer dessus, d'accord? C'est mon F. J'applique une force dans un sens. OK. Et puis, du coup, il va y avoir une réaction. Donc, j'ai la normale et puis il va y avoir une tangentielle, une réaction euh, horizontale à ce mouvement, là, cette force. Et donc, c'est pour ça que j'ai marqué là la réaction, le R. Si je reprends là, le R, il était complètement orthogonal. Et puis quand il n'est pas orthogonal, du coup, ce R, il est décomposé en une normale et puis une tangentielle. D'accord? Donc quand je suis comme ça, forcément, la tangentielle, elle disparaît. Et puis en fait, quand je commence à bouger, vous imaginez toujours la normale là qui est là, mais la tangentielle, elle apparaît. Ok, donc là c'est les trois exemples que je vous ai montrés. Ma force, elle est de plus en plus importante, et donc du coup, la réaction, elle va être aussi elle va être modifiée, et on voit cette tangentielle là qui augmente. Donc c'est ce que j'ai marqué. La réaction R, elle a une composante horizontale de T pour tangentielle qui s'oppose à la force que je lui applique, force tangente à la surface et sa force de frottement. Et j'ai marqué tant que ça bouge pas, là, l'équilibre subsiste tant que cette force n'atteint pas une certaine valeur.
Et cette valeur, donc justement, elle est définie par ce coefficient de frottement statique. Donc c'est un paramètre, c'est une constante, et par rapport à la norme de ma normale. D'accord? Et ce mu de S, là, si vous modélisez ça dans votre TP, bah, vous pouvez le modifier, et c'est selon les objets, bah, ils vont plus ou moins glisser l'un sur l'autre, hein, d'accord? Donc vous pouvez vous amuser à modifier ce paramètre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc là, c'était le slide qui montre l'égalité. Et puis là, je vous montre les conditions d'équilibre, hein, quand est-ce que j'ai plus d'égalité, et puis quand est-ce que ça passe. Ah oui, normalement mon PDF, il est cliquable, et j'avais une vidéo, bah, qui montrait ce frottement. Donc quand vous récupérez vous pourrez regarder ça ce soir, pour vous détendre entre guillemets. Il y aura la vidéo, là, vous cliquez sur mon PDF et vous voyez, c'est juste quelqu'un qui s'est amusé donc à illustrer ça avec une vidéo, là, comme si vous avez pas compris ça, vous regarderez, quoi. Ok, donc donc en fait, il faut se dire que au début mes objets bougent pas là l'un sur l'autre. J'applique une force, ça va commencer à se mettre en mouvement. Et donc on peut regarder là, si je lis, hein, l'intensité de la force augmente. Donc du coup, la force de frottement va aussi augmenter jusqu'à une certaine valeur maximale, et c'est là où l'objet va commencer, si c'était sur le plan incliné, à glisser. En tout cas, il va y avoir un mouvement dessus. Et donc du coup, la tangentielle là, elle va tout d'un coup chuter. Et c'est pour ça, là, c'est le graphique que je vous ai mis, la tangente qui est ici. Et puis c'est proportionnel, donc c'est une droite linéaire. Et puis après, ça va chuter et puis ça bouge plus. Et ça demeure constant. Donc là, c'était le cas où c'était l'objet sur le plan tangentiel, et puis le plan incliné. On a envie de savoir à quel moment là j'ai mon objet là sur ma surface. J'incline ma surface. Vous voyez là, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc ça veut dire que le coefficient de frottement il est assez important pour que ça glisse pas. Et puis à un moment donné, hop, ça va tomber. D'accord? Et on a envie de savoir à partir de quand ça bouge. Donc ça veut dire que donc au début c'est horizontal, je fais mon plan incliné. Ce qui va m'intéresser, c'est l'angle en fait entre les deux surfaces, et à partir de quel angle l'objet va commencer à glisser. D'accord? Donc c'est l'angle alpha là que j'ai mis sur mon schéma. Donc là, c'est toujours les mêmes schémas, l'angle alpha, le poids, la réaction normale. Donc au début, hein, le plan il est en bas, donc la normale, et puis je l'incline. La réaction tangentielle, donc la composante tangentielle de ma réaction. Donc j'ai ma normale, ma tangentielle et la réaction entre les deux. Donc si je regarde les dessins numéro 2 là, donc mon plan il est horizontal, mon cube il est par-dessus. Donc j'ai remarqué la réaction là qui est complètement la rouge, c'est le R qui est rouge, qui est complètement confondu avec ma normale en vert, d'accord? C'était les celles qu'on avait vues et avant, et du coup la tangentielle n'existe pas. Je commence à incliner mon plan, donc j'ai un angle alpha là qui apparaît, donc là j'ai marqué delta d'ailleurs. Du coup, je remarque que donc ma réaction, on la voit toujours en rouge. On voit apparaître tout d'un coup une petite tangentielle, là, elle est en verte, elle se voit pas bien, avec la réaction normale. Et donc, en rouge, là, vous voyez, vous êtes toujours dans le cône qui est jaune. OK? Et puis, plus je l'incline, plus finalement la réaction, là, à la limite de mon cône, c'est le cône de frottement d'adhérence qu'on appelle ça. Et dès la suite, dès que je dépasse de ce cône, en fait, ça y est, c'est que mon objet va glisser. Donc, donc c'est comme ça là que je peux calculer, et donc en fonction aussi du matériau, je définis ce coefficient là de frottement statique là qui nous va permettre de faire ça. Et donc là, pour pouvoir définir ça, là je vais regarder par rapport aux angles, donc l'angle alpha, et puis vous faites les règles de trigonométrie pour faire les calculs de cosinus sinus, et du coup on connaît l'angle alpha à partir duquel l'objet va se mettre en mouvement. .
Donc ça, c'est statique. Et dès que c'est en mouvement, hein, juste, on l'appelle ça le coefficient de frottement dynamique. Voilà. Et donc du coup, bah, si vous voulez conserver ce mouvement entre ces deux objets, là, ça sera ce coefficient de frottement dynamique fois la normale pour avoir ce force de frottement dynamique. D'accord. Et là, l'équation du mouvement, donc somme des forces égale ma. Donc, du coup, j'ai marqué bah, la somme des forces. Dans ce cas, bah, c'est le poids P, là, P égale mg. Et donc, du coup, on a maintenant la force dynamique qui apparaît et puis la réaction normale aussi. D'accord. Et donc, bah, ces coefficients de frottement, hein, ils doivent exister en fonction des matériaux. Là, il faudrait les trouver ou nous, si on les implémente, vous testez des différentes valeurs. Et donc, généralement, ils sont pas égaux. Et par expérience, il n'y a pas un truc qui le prouve, mais par expérience, ce coefficient de frottement dynamique est plus petit que le coefficient de frottement statique. Et du coup, la force de friction dynamique est plus petite que la force de friction statique. Donc voilà pour réussir à modéliser le frottement entre deux objets, si jamais vous voulez modéliser ça. Ok. Et puis la dernière force qui est facile à appliquer, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est dans de l'air. Donc en fait, si je lance un objet, sa vitesse, elle va pas rester constante là, comme disait Newton, mais parce qu'il y a des frottements qui apparaissent. Et en fait, ces frottements vont faire diminuer la vitesse au cours du temps. Donc c'est facile à faire cet amortissement. On appelle ça un amortissement. Bah, la force, elle, c'est moins nu, ce coefficient d'amortissement qui est positif, fois la vitesse. Donc là, dans le code que je vous donnais, vous verrez hein, dans la scène, on en parlera demain, il y a ce coefficient d'amortissement que j'ai mis et que ça permet de diminuer toutes les vitesses. Donc là, par exemple, mon tissu, bah, chacune des vitesses des particules sera freinée aussi par ce coefficient d'amortissement. Donc, force de direction opposée au déplacement de l'objet, coefficient d'amortissement est positif et cette force moins nu fois les vitesses. D'accord. Et puis, bah, je devrais mettre ce slide au tout début. Ce que je vous ai dit, c'est que donc il y a beaucoup de forces au final et l'état d'équilibre, c'est quand je calcule toutes ces forces, je fais la somme de ces forces et elle est égale à 0, donc on a un état d'équilibre. Et généralement, pour bien voir si notre simulation fonctionne, on va simuler jusqu'à cet état d'équilibre. Donc en TP, là par exemple, cette simulation, si vous mettez d'abord ce tissu comme ça, je le tiens par deux coins, il va tomber dû à la gravité et si j'arrive à plus bouger, d'accord, à un moment, bah, mon tissu va plus du tout bouger, j'arrive à cet état d'équilibre. Et ça permet de voir si notre simulation, elle atteint bien cet état d'équilibre, c'est qu'on dit qu'elle est stable numériquement, qu'il n'y ait pas de problème aussi numérique. Ça permet de ça. Ça va pour le moment? Donc là, on a vu toute la première étape, calcul des forces, tranquille, qui sont appliquées à l'objet. 15h44. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez faire une pause ou pas d'habitude? Enfin, c'est un peu bizarre là, mais est-ce que vous avez besoin de 5 minutes ou pas? Dites-moi. Et sinon, bah, je continue. On a cours jusqu'à 5h15. Petite pause ou pas de pause? Pause café, mais alors 5 minutes, hein. Non, pas trop longtemps. Donc 10 minutes de pause, on se retrouve à 55. Ça vous va? Ok. Du coup, je coupe mon son et ma caméra pendant ce temps, mais fermez pas votre. Enfin, sortez pas de la réunion, quoi. Ok? À tout à l'heure. Donc, du coup, un objet, on va le décomposer en un certain nombre de particules. Chacune des particules va avoir une masse, une position qui va évoluer au cours du temps. On a vu une vitesse et une accélération. Et les forces qui sont appliquées dessus, donc on a vu la force de gravité, la force de l'amortissement, par exemple, due à l'air,
la force des ressorts si je fais un système masse-ressort, ou bien force de frottement, frottement entre deux objets. Ok, donc voilà un certain nombre de forces hein, qui, avec en TP, ça va nous suffire pour faire la simulation du tissu là, système masse-ressort. Et puis, forcément, si vous voulez simuler d'autres objets, hein, il faudrait définir ces forces qui sont un peu plus compliquées. Mais en tout cas, nous, on en est là. On a réussi à calculer toutes les forces. Je divise par la masse de mon objet ou de ma particule, qui est une donnée en entrée de mon problème, donc je la connais. Et du coup, j'obtiens l'accélération en utilisant le principe fondamental de l'animatique, donc le x secondes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'accélération, c'est la position là de mes points, de mes particules. Donc c'est le x. Le x, c'est quoi? C'est la dérivée seconde par rapport au temps de mon accélération. Donc ça veut dire que pour passer de x secondes à ma position, donc pour passer de l'accélération à la position, il va falloir que je fasse des calculs intégrales. Et donc on va voir comment on fait ça là maintenant. Il est 4h, on a cours jusqu'à 5h15. Ouais, donc de toute façon, j'aurai demain aussi. Je regarde le timing. Donc voilà le rappel. En fait, j'avais oublié que j'avais fait un slide. L'objet de masse M, donc je redis M, c'est une donnée du problème. Donc vous, dans les fichiers de l'application là qu'on va utiliser pour le TP, ça sera une valeur hein, qui est marquée en dur. Après, donc si je parle déjà en particules, j'ai ma particule qui a une masse m, une position x, une vitesse x', une accélération x secondes. L'ensemble des forces qui sont appliquées sur cette particule, j'appelle grand F. Et donc, du coup, là, c'est ce que j'ai dit. Mon x secondes, c'est ma force divisée par ma masse. Et moi, je veux résoudre ça pour obtenir la nouvelle position. Et donc, je veux résoudre, on appelle ça un système d'équations différentielles que j'ai à résoudre du deuxième ordre, parce que si vous regardez l'équation x secondes égale f divisé par m, en fait, c'est la dérivée seconde, les deux points là, donc c'est pour ça que c'est du second ordre, d'accord? Et donc nous, en fait, si vous regardez les bouquins de mathématiques, il y a plein de méthodes d'intégration qui existent, mais pour résoudre juste un système au premier ordre, donc juste la première dérivée. Il y a pas forcément, il y a moins de méthodes pour la dérivée du second ordre. Donc en fait, la première étape, c'est écrire différemment ce système d'équations pour passer à un système d'équations différentielles du premier ordre. Et en fait, c'est pas compliqué pour faire ça. Donc qu'est-ce que je dis? Donc, je vais essayer de redéfinir mon système en système de premier ordre. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est qu'au lieu de regarder le système par rapport à la position, là, je vais aussi le regarder par rapport plutôt à sa vitesse. Donc, je vais considérer la vitesse comme une variable du système. Donc, la vitesse, je l'ai notée V. C'est quoi? Je vous ai dit, c'est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc, c'est x'. Et si je regarde la dérivée de cette vitesse, V', c'est rien d'autre que l'accélération. Et donc, on a vu que l'accélération, c'est les forces divisées par les masses. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai écrit le deuxième item. Et du coup, le système d'équations différentielles, ça devient simplement mon état, il est défini par ma position x et par ma vitesse. OK? Je les dérive par rapport au temps. Donc, c'est mon d sur dt. Et mon grand S, ça, c'est veut dire l'état de mon système, donc c'est ma position et ma vitesse. Donc d sur dt de x et v, ça fait bien mon x' et mon v'. Et j'ai dit x' c'est v et v' c'est l'accélération, c'est f sur m. Et donc du coup, si je regarde juste la première partie de mon équation et ma dernière, j'ai d de s sur dt, c'est égal à v et puis f sur m. D'accord? Donc, j'ai plus qu'un système du premier ordre parce que j'ai plus qu'une seule dérivée, là, d sur dt, qui apparaît. Et là, j'ai plein de méthodes mathématiques là, qui s'offrent à moi pour pouvoir résoudre ceci. Donc, de manière plus générale, là, quand je vais définir un objet animé dans ma scène 3D, ça va être défini par sa position x, par sa vitesse v, par les forces qui sont appliquées sur l'objet, grand F, et par la masse de l'objet, petit m. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les physiciens, ils aiment bien parler de l'espace des phases. Et en fait, l'espace des phases, c'est quoi? C'est simplement quand vous regardez l'état du système et vous le définissez par sa position et par sa vitesse.
En fait, c'est qu'au lieu de regarder que les positions, je regarde position et vitesse. Donc la position et dans l'espace des phases, c'est ça, c'est x et v. Et donc du coup, la vitesse dans l'espace des phases, c'est que j'ai dérivé par rapport au temps ma position, et ben ça fait la dérivée de x, c'est x', et la dérivée de v, c'est v', que je peux encore écrire par x', bah c'est v, et v', c'est f sur m. D'accord? Et donc le but du jeu de ma simulation, là, de l'animation, bah, c'est de mettre à jour l'état de mon système, donc le grand S de t au cours du temps. D'accord? Donc, c'est de mettre à jour la position dans l'espace de V, donc sa position et cette vitesse. Donc ça, c'est pour, on va dire, si je regarde un objet rigide, je regarde simplement un point, le centre de gravité de mon objet. Et je vous ai dit, nous, on va regarder des objets déformables à mon tissu qui est décomposé en un certain nombre de particules. Donc si je regarde mon maillage, finalement, mes particules, c'est chacun des sommets de ce maillage, là. Et donc, du coup, je vais regarder chacun des sommets I, chacune des particules I. Donc, j'aurai sa position xi, sa vitesse vi, les forces qui sont appliquées sur elle, F de I, et la masse de cette particule mi. Et donc, je réécris ce que j'ai écrit tout à l'heure, mais je dois l'écrire pour les n particules. Donc, du coup, l'état de mon système, la grand S, ça ne sera pas défini simplement par x et v, mais par x1, v1, x2, v2, xn, vn, d'accord, pour chacune des particules. Et donc, la dérivée par rapport au temps de ça, ça fait x'1, v'1, x'2, v'2, etc., jusqu'à x'n, v'n. Et donc, ça nous fait, ce qui est marqué tout à droite, v1 et l'accélération f1 sur m1 pour cette première particule, v2 et l'accélération f2 sur m2, et pour la nème particule, vn et l'accélération Fn sur Mn. D'accord? Donc, on définit chacune des particules. Alors, ça, il faut retenir. Position, vitesse, force, masse. Et en fait, on va s'intéresser finalement à mettre au cours du temps cet état. Et pour cela, on a besoin de calculer la dérivée de cet état au cours du temps. Donc, si je décris un peu de manière, moi je dis un peu plus informaticienne, enfin, quelles sont les étapes que je dois faire à chaque pas de temps dans mon animation. Donc, j'ai marqué aux données au départ. Donc là, c'est tout ce que vous aurez au départ là quand vous ferez votre TP. Je vous ai dit, les masses des particules, c'est donné. Forcément, on a une position initiale. Là, c'est quand vous chargez votre mèche, bah, vous avez la position x, y, z de chacun des sommets. D'accord? Une vitesse initiale, hein, elle peut être à 0, par exemple. Et puis, je vous ai dit, le temps, c'est quelque chose de continu, mais je vais le discrétiser. Forcément, je ne peux pas faire un truc continu. Donc, j'ai regardé à chacun de t égale à 0, t égale à 1, t égale à 2, etc., ce qui se passe. Et le pas de temps, là, je l'avais écrit sur ma feuille datée, ou bien aussi on l'écrit H. Donc, c'est mon intervalle qui est entre deux pas de temps. Et donc, la boucle d'animation, ça veut dire qu'en fait, dans votre code, là, vous allez avoir un while 1, en gros, boucle infinie. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Bah, là, j'affiche, on va dire, mon maillage, position temps T0. Je calcule toutes les forces qui sont appliquées sur mes particules. Avec, là, on a vu comment calculer la force de gravité, la force des ressorts, etc. Je calcule ces forces. Après, étape numéro 3, je divise ces forces par la masse qui est une donnée du problème. J'obtiens l'accélération au temps t0. Après, j'intègre tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire que je fais le calcul de mon intégrale et j'obtiens mes nouvelles vitesses au temps t0 plus h. Et puis après, étape numéro 5, j'intègre ces vitesses pour obtenir la nouvelle position. Et à partir des positions, je recommence. Et donc, je vous refais un petit dessin là. Je marque sur ma feuille à t égale à 0. Donc, j'ai les positions initiales là. Je charge mon maillage. Je calcule mes forces. Je calcule les accélérations. Et donc, c'est les forces divisées par la masse. Donc là, j'ai tout ce qui se passe à l'état initial. Et à partir de ça, j'ai défini mon pas de temps, donc je sais à quand, entre guillemets, il est t égal à 1. Et donc à partir de là, je vais pouvoir calculer mes nouvelles vitesses
T0 plus H qui est rien d'autre que V de T1 en fait, et mes nouvelles positions T0 plus H qui est pareil que X en T1. D'accord? Donc à partir de T0, j'ai toutes les informations initiales là. L'affichage, à partir de aussi on m'a donné mes positions initiales, je peux calculer mes forces initiales, je divise par la masse et donc j'ai l'accélération initiale. Donc là je suis à T0 et paf, je passe à T égale à 1. D'accord, donc c'est un peu entre les deux. Là, quand j'ai fait sur le rouge, c'est l'intégration qui apparaît. Donc je sais, enfin là, c'est la suite du cours, hein. Je vais vous dire comment à partir de ces accélérations, j'obtiens la nouvelle vitesse, mais en T1 à T0 plus H. Là, au début, c'est T1. Et comment avec la vitesse, j'obtiens la nouvelle position à X est égal à 1. Et donc ça veut dire que de nouveau, là, je change de couleur. Donc j'ai mes vitesses position. À partir de là, je relis mon slide, hein. Bah ça y est, je peux calculer mes nouvelles vitesses F en T1. Je peux calculer ma nouvelle accélération A en T1. Donc c'est égal à mes forces divisées par la masse. D'accord? Donc ça veut dire qu'en T1, ça y est, une fois que j'ai ça, je reboucle, hein, je fais la même chose, je calcule mes forces, je calcule mes accélérations, et paf, pour que vous compreniez bien, à partir de là, je peux me positionner avec un nouveau stylo, si je trouve une nouvelle couleur, ça sera du gris. Je me positionne à t égale à 2, et de nouveau, je peux calculer mes vitesses en V2, mes positions en T2, d'accord, hop, et puis vous avez compris, à partir de là, je recalcule mes forces, ça me donne mes nouvelles accélérations, etc. D'accord? Donc d'où la boucle d'animation. Je fais ça de manière infinie, mais c'est toujours la même chose. D'accord? Donc dans notre code, là, on va écrire une fois pour toutes. Donc il y aura un while 1 en gros. Je fais l'affichage, calcul des forces. Donc on aura une méthode appelée calcul force, calcul accélération, c'est juste je les divise par la masse, mes forces. Calcul des vitesses, calcul des positions. Je mets à jour mon pas de temps et voilà. Et je boucle et j'ai mon animation qui tourne. Donc voilà comment on fait une animation. Est-ce que c'est bon déjà avec cette idée-là? Et puis là, je vais vous apprendre à faire ce qui est marqué en rouge, hein, l'intégration. Et après, oui, ce qu'on va apprendre à faire soit aujourd'hui, soit demain matin, hein. D'ailleurs, demain, il faut se lever tôt, hein, c'est à 8 heures qu'on se retrouve. Je vais vous dire, du coup, avec les ressorts, hein, on l'a déjà un peu tout vu, comment ça marche, quoi. Et donc, la seule chose qui change pour faire différents textiles, ouais, c'est la raideur de ressort. Donc ça, c'est un problème à part entière. C'est que c'est facile à faire, la système masse ressort, mais le quid, c'est quelle valeur je donne à mes raideurs pour que ça soit réaliste. Donc soit je fais au pifomètre parce que je suis informaticien, soit il y a des méthodes un peu plus nobles, je sais pas comment dire, où on arrive à relier les paramètres de mes raideurs avec les vraies propriétés mécaniques d'un objet, quoi, déformable ou d'un tissu. Là. Donc ça, on verra ça. Et donc en TP, vous allez calculer les forces, calculer les accélérations, calculer les vitesses avec les intégrales là qu'on va voir maintenant, et faire l'affichage, et hop, vous avez votre simulation de tissu. Je vous rappelle, vous avez que 6 heures de TP. Et puis après, on pourra rajouter aussi, donc je vous dirai demain, mais des collisions faciles. C'est, on va pas faire le vrai traitement de collision, mais une fois que vous savez animer votre objet, vous dites j'ai un objet, je connais exactement sa position. Je me dis que quand le tissu va toucher cet objet, je mets par exemple mes vitesses à 0, point barre, et bien vous l'avez déjà une première animation qui marche avec les collisions du tissu avec cet objet-là. Ça va? Donc là, ce qu'il nous reste à faire, donc si je regarde ce slide, les forces on a vu, la masse c'est donné, donc c'est j'ai mon accélération et je dois faire ce calcul d'intégrale. Hein. Ok, j'ai pas encore fait le dessin de l'intégrale. Pas très joli d'ailleurs. Je fais mon intégrale pour passer de l'accélération aux vitesses et des vitesses aux positions. Donc on va voir ça. Donc ça, c'est des méthodes d'intégration numérique. Si vous avez un copain mathématicien, vous allez à une bibliothèque, vous tapez sur Internet méthode d'intégration numérique, il y en a plein qui existent.
Donc la question, c'est laquelle on va choisir. Donc là, je vais vous donner les plus simples, mais il pourrait y avoir des choses plus robustes mathématiquement, mais qui demandent plus de calcul. Donc les méthodes les plus connues, c'est les méthodes d'Euler, ou bien Taylor, Hunchkuta, Verlet. Il y en a plein d'autres. Et le critère pour les choisir, c'est la stabilité des méthodes d'intégration. C'est-à-dire que, dit autrement, le but du jeu, c'est de calculer l'intégrale. En maths, vous avez vu, hein, c'est calcul d'intégrale. Donc, soit on dit qu'on a la solution analytique, c'est la solution exacte de l'intégrale. Et donc, auquel cas, bah, j'applique et c'est tout bon. Mais en fait, généralement, on n'a pas cette solution. Donc, ce qu'on va faire, c'est des approximations. Là, les méthodes que j'ai mises sur ce site, c'est juste une approximation. C'est que je ne sais pas calculer cette intégrale, mais j'ai une formule mathématique qui me donne une approximation, mais je fais une erreur. D'accord? C'est pas un égal, c'est un approximativement égal. Et en fait, cette erreur, elle est plus ou moins grande. Et donc, si elle est très grande, ça veut dire que je suis loin de la réalité. Et au fur et à mesure du pas de temps, là, du temps qui s'écoule, bah, je cumule mes erreurs. Et donc, à un moment, je suis complètement faux. Et ma méthode, là, en animation, vous verrez votre objet exploser. Et donc, là, c'est la méthode, on dit, elle est plus ou moins stable. D'accord? Donc, c'est un des critères. Donc, c'est la stabilité là, de ces méthodes d'intégration. Donc là, moi, je vais vous présenter vraiment les très simples, qui sont faciles à implémenter. Et forcément, il y en a des plus compliqués, un peu plus compliqués à comprendre mathématiquement et puis après à implémenter. D'accord? Alors là, j'ai remarqué, on va dire de manière plus formelle, plus mathématique, ce que vous trouveriez dans un livre de maths. Donc j'ai marqué ça, la formulation abstraite de l'équation différentielle du premier ordre. Donc c'est juste un calcul intégral. Donc ça serait le but du jeu, c'est que g x' de t. C'est une fonction, donc le f, qui dépend du temps et d'une position. D'accord? Donc là, c'est vraiment comme notre animation, là, le système. Donc le but du jeu, c'est de calculer les vitesses et finalement qui dépendent du temps et des positions là de mon objet. D'accord? Donc x' de t, c'est une fonction qui dépend de temps et du x de t. Je connais le x en t0, là, je vais appeler ça x0. Et donc, x' de t, c'est bien la dérivée par rapport au temps de x de t. Et le but du jeu, c'est de trouver x de t. Donc, c'est le bloc en dessous. Et donc, c'est de faire l'intégrale de cette vitesse. D'accord? Donc, c'est calculer x de t, c'est égal à l'intégrale de x' de t par rapport à dt. Et donc, ça fait l'intégrale de cette fonction f qui dépend de t et de x de t. D'accord? Donc ça, c'est la formulation que vous allez obtenir généralement dès le début de maths. Donc c'est dans le deuxième bloc, là, le deuxième IT, x de t, c'est l'intégrale de f qui dépend de t et de x de t. Donc je vous disais, il y a plein de méthodes d'intégration. Il y a un compromis à faire entre le temps de calcul et la précision, la stabilité. C'est-à-dire que les méthodes, elles demandent plus ou moins de calcul à faire. Moi, je veux réduire ce temps de calcul parce qu'en TP, là, on veut faire bouger notre tissu. Oui, d'ailleurs, non, je suis en train de penser parce que je voulais vous montrer la vidéo et si mon partage d'écran marche pas. Ah, ou demain, peut-être que si ça marche pas, on se mettra sur Discord. Juste en aparté, on commencera sur WebEx. Et en cas de problème, on se mettra tous sur Discord pour faire le cours là parce que le but du jeu, c'est quand même de vous montrer le code, etc. Donc ça se trouve sur Discord, ça marchera mieux. Mais donc je vous disais, c'est un compromis à faire entre le temps de calcul et l'erreur que je vais faire, la stabilité. Il y a deux grandes classes de méthodes qui existent, les explicites et les implicites. Et moi, je vais vous montrer essentiellement les explicites là, aujourd'hui. Donc un slide juste pour faire peur. Donc si vous ouvrez un bouquin de maths et si vous avez suivi vos cours de maths, je pense qu'ils vous font encore ça en première année ou deuxième année de licence ou troisième année, je sais pas quand est-ce qu'ils vous font ça. Donc il y a le théorème de Taylor qui apparaît sous cette forme-là, donc ça fait un peu peur, mais en fait, il faut pas avoir peur. Donc Taylor, c'est un mathématicien qui nous a dit j'ai x de t et je connais ses dérivés et je connais ses km dérivés, donc c'est-à-dire que j'ai x et puis la dérivée km là au temps t. Et je les connais sur un intervalle fermé entre t0 et t1. D'accord? Je sais que cette dérivée là, que ce xn
c'est dérivable sous cet intervalle et que je suis en train de chercher en fait un nouveau papier là pour griffonner. Hop. Je prends un papier là pour griffonner des choses. En fait, il nous dit quoi là, Taylor? Tac. Merde. Il se met sur un intervalle T0, T1. On connaît X en T0, enfin on sait ce qui se passe X T0 et puis il connaît aussi les X KM là de T0. Ok, et à partir de là, on a ce théorème des Taylor là qui nous dit ce que vaut X de T1. Ok, et donc c'est tout le, et donc je suis sur un intervalle, donc c'est exactement ce qu'on veut faire dans notre animation. Je sais ce qui se passe en T0 et j'ai envie de savoir maintenant ce qui se passe en T1. D'accord, si je me remets dans l'esprit animation. Et donc le théorème de Taylor nous dit bah, X de T1 c'est quoi? Bah, c'est égal à X en T0. Donc si vous mettez dans les positions là déjà pour avoir l'état d'esprit, bah, ma position en T1 c'est quoi? C'est ma position que j'avais en T0 plus la dérivée de cette position, donc là, le x' de t0 que je divise à chaque fois par factoriel 1 et que je multiplie par t1 moins t0, d'accord? Donc ça fait finalement la distance de mon intervalle, là, t1 moins t0. C'est ce que j'ai appelé, moi, mon pas de temps h ou delta t. D'accord? Plus, donc, x secondes de t0, donc il fait toujours la même chose, mais avec la dérivée suivante. Donc là, x secondes en t0, maintenant c'est factoriel 2 multiplié par mon h au carré, plus, etc. Et de manière générale, le dernier terme, c'est la dérivée nème en t0 divisé par factoriel n, t1 moins t0 exposant n. Et pour vraiment que ça soit égal, il y a un reste qui est borné, etc. D'accord? Donc ça, c'est le théorème de Taylor. Donc ça nous dit simplement que je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir la valeur de x en T1, là sur mon intervalle, connaissant ce qui se passe en T0. Ok? Et donc pour cela, là j'ai besoin de mon x, mais j'ai aussi besoin des dérivés km là, de ce x en T0. Ok? Donc ça c'est le théorème de Taylor. Et ça devient compliqué. Alors si je me mets en animation, donc xt1 c'est bon, c'est ma position. C'est égal à x de t0, c'est bon, mais c'est ma position en t0. Ça va. Plus x' de t0, donc ça va, c'est ma vitesse en temps t0. T1 moins t0, c'est mon intervalle de temps. Donc tout ça, ça va. À la rigueur, plus x secondes, ça c'est mon accélération, c'est encore du sens, etc. Et après, les autres dérivés, bon, ça n'a pas forcément de sens. Et donc, dans mes autres salles, est-ce qu'on va se dire, bah, on va utiliser des méthodes là qui va regarder soit que la première dérivée ou même la deuxième dérivée. D'accord? Donc, je vais un peu tronquer tout ce théorème des Taylor où j'avais une belle égalité, ce polynôme des Taylor. Et donc, comme ça, il y a une première méthode d'intégration qui apparaît, c'est la méthode Euler explicite. Donc, si je passe d'un slide à l'autre, donc là, je garde le premier terme x de t0, je garde le deuxième terme là avec le x', et après tout le reste, je le bazarde. Et donc, de manière générale, là, sur l'autre slide, j'avais marqué entre T0 et T1, et de manière générale, finalement, vous pouvez vous mettre entre TI et TI plus 1. OK? Et donc, du coup, le TI plus 1 moins TI, c'est mon H, là, c'est mon intervalle de temps. D'accord? Et à partir de là, bah, je reprends là le théorème de Taylor. Donc, j'avais marqué sur le slide d'avant x de t1, donc j'écris x de ti plus 1. C'est égal à, c'était marqué x de t0, donc là, de manière générale, c'est x de ti, plus la première dérivée, donc x' en ti, multiplié, donc tout à l'heure, c'était marqué t1 moins t0, donc c'est le h, plus le terme là, le reste, etc., on va oublier. Donc il nous dit ça, le théorème de Taylor, c'est que finalement la position, si je parle en position, la position que j'ai
au temps TI plus 1, c'est égal à la position que j'avais au temps X de TI, plus X' en TI, donc c'est ma vitesse que j'avais en TI, multipliée par mon H. Voilà, ça c'est la méthode d'intégration de l'air explicite. Donc ça veut dire que en connaissant mes positions là, X en TI, en connaissant les vitesses que j'ai aussi en TI, donc si je reprenais mon truc d'avant, tous les schémas que je vous ai faits, en TI, j'ai les positions et les vitesses, d'accord? J'ai ça, et à partir de là, paf, j'arrive à calculer ce que j'ai de là-bas. Donc j'arrive à calculer mes nouvelles positions ATI plus 1. Donc j'arrive à calculer là ce qui va commencer à se passer au pas de temps suivant, et avec donc la formulation qui m'a donné. Donc la nouvelle vitesse, c'est quoi? C'est l'ancienne position. Excusez-moi. La nouvelle position, c'est quoi? C'est l'ancienne position plus h, donc c'est mon pas de temps que je connais, multiplié par la vitesse que j'avais avant. D'accord? Donc l'équation, elle est toute simple là. Méthode d'intégration numérique pour obtenir mes nouvelles positions par rapport au pas de temps. Donc si je regardais le slide ici, donc j'ai calculé, si je me remets en T0, j'ai calculé mes forces, j'ai calculé mes accélérations. Je veux calculer mes nouvelles positions là, et ben là c'est là où je transforme le slide précédent là, que je prends la formulation que j'ai marquée là pour Euler explicite, pour obtenir maintenant tout ce qui se passe en T0 plus H, quoi. Donc là, je l'ai écrit. Qu'est-ce que j'avais changé? Donc là, je l'ai écrit sur ce slide-là en faisant encore apparaître le reste. Et puis là, je l'oublie complètement. D'accord? Et donc, de manière générale, j'ai écrit que Y, au lieu de faire apparaître, là, j'avais écrit X de TI plus 1, mais c'est tout le temps une approximation. Donc, je l'ai noté Y de I plus 1, c'est égal à Y de I plus H fois, et j'ai repris la formulation abstraite, c'est ma fonction qui dépend de TI et des YI. D'accord? Donc la méthode de l'air explicite, là, si vous ouvrez un bouquin de maths, là, c'est sous cette formulation-là en rouge que vous allez généralement la voir apparaître. Cette forme un peu plus abstraite. Ok, et puis une autre façon de l'appréhender, là, en fait, vous devez la connaître. Donc là, c'est vraiment le truc formalisation mathématique, théorème de Taylor. Et une autre façon de l'appréhender que vous devez connaître, c'est juste l'approximation mathématique qu'on a de la dérivée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le y' de t, là, la dérivée à un endroit, bah, vous pouvez dire, en fait, c'est y en t plus h moins y de t divisé par h. D'accord? Et donc, si je déroule, là, je garde y de t plus h d'un côté, bah, ça nous fait y de t plus h est égal à, donc mon h, il est multiplié par y' de t, plus yt, et paf, je retombe sur la formulation là, de l'air explicite. D'accord? Donc, c'est cette méthode de l'air explicite. Donc, j'obtiens ce qui se passe en t plus h avec la connaissance que j'avais de ce qui se passait au temps t, et avec le pas de temps. D'accord? Donc là, j'ai fait apparaître l'interprétation géométrique, en fait. Donc, je vous ai dit, c'est l'approximation de la dérivée. Donc là, c'est là où il faudrait réussir à pointer. Donc, j'ai un graphe. En abscisse, j'ai mon temps. En ordonnée, j'ai ce y de t, là. Ah mince, j'ai perdu ma... Ah, j'ai déplacé ma fenêtre, pardon. Ah voilà, parce que du coup, je vois plus ce que je vous montre. Vous voyez encore ou pas? Ça a l'air tout flou. Vous voyez ou pas? Moi, je vois tout flou. Je sais pas pourquoi je vois tout flou. Ouais, ok, bon, moi, c'est moi qui vois plus rien. Donc, j'ai mon temps qui passe, mon y de t. J'ai fait apparaître, en gros, la première courbe, ça serait si j'avais la solution exacte, d'accord? Mais moi,
Donc je sais ce qui se passe en T. Le Y, hein, c'était pour dire que c'est l'approximation. Mais donc je sais ce qui se passe en T et donc j'ai la valeur en X de T, d'accord? Et avec de ça, je voudrais savoir ce qui se passe en T plus H pour obtenir ce X de T plus H. D'accord? Donc la solution exacte, ça serait ce point-là. Et avec Euler explicite, je vous dis, c'est comme si je faisais un peu, je m'occupe de la dérivée. Donc sur mon graphe, j'ai pas fait une bonne courbe pour montrer. Mais la dérivée, en un point, hein, c'est la tangente à la courbe. D'accord? Si je refais là une tac. D'accord? Quand il est là. Normalement, j'ai une courbe. Quand je veux calculer la tangente, enfin, quand j'ai la tangente à la courbe, ça me fait la dérivée en ce point. D'accord? Donc, si je reprends ça, je fais la dérivée, je regarde, pardon, la tangente au point X. Et à partir de cette tangente, je veux en déduire ce qui se passe à X de T plus H. D'accord? Donc là, sur mon side, si je reprends mon side, donc c'est le carré rouge qui apparaît. Donc voilà la solution donnée par la méthode d'intégration de l'air explicite. Et vous voyez avec le rond la solution exacte. Donc vous voyez tout de suite que si je diminue mon H là, entre mon carré rouge et mon rond, en fait, ça serait assez proche. Mais si j'augmente ce H, l'écart qui est entre les deux, entre ma solution exacte et l'approximation, elle est de plus en plus grande. Donc on voit tout de suite que cette méthode, elle va marcher, mais que si le pas de temps est petit. D'accord? Donc il faut retenir vraiment ça. Euler explicite, ok. Et puis vous avez vu le calcul, hein, c'est une addition de multiplication. Hein, c'est cool, il n'y a pas plus facile et moins coûteux en temps de calcul. Mais par contre, mon pas de temps doit être tout petit. Donc ça veut dire que mon calcul, j'en fais pas, je fais pas beaucoup de calculs, mais je dois le faire régulièrement. Ça veut dire que avec cette méthode-là, mon temps là, mais en gros, il va falloir que je discrétise en plein de petits temps. Avec d'autres méthodes hein, qu'on va pas forcément voir aujourd'hui, mais limite, j'aurai plus de calculs, mais il permet des pas de temps plus grands. Donc ce calcul-là, je ferai plus de calculs, mais moins souvent. C'est un compromis à faire là entre une méthode simple mais avec un pas de temps tout petit ou bien une méthode plus complexe avec un pas de temps plus grand. Donc là, je le remarque, voilà, formellement, c'était celui-là que je voulais. Euh, je reprends comme j'avais écrit de manière formelle avant. Donc les données de départ, calculé mes forces, j'ai calculé mes vitesses au temps t, j'ai calculé mes positions au temps t. Ok. À partir de là, je peux calculer ma nouvelle vitesse au temps t. Je divise mes forces par mes masses. Hein. Quand j'ai marqué M avec l'exposant moins 1, hein, c'est pareil que 1 sur M. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai mes nouvelles accélérations. Et à partir de là, je vous ai dit, le but du jeu, c'est d'intégrer ces vitesses pour obtenir mes nouvelles vitesses et positions. Je recommence. À partir de là, c'est d'intégrer les accélérations pour obtenir mes nouvelles vitesses et positions. Si je prends l'équation de l'air explicite, on a vu qu'il nous a dit, c'est ici la formule, x de ti plus 1, c'est pareil que x de ti plus x' de ti, multiplié par h. Donc si je veux calculer d'abord l'intégrale de l'accélération, donc je regarde v' et son intégrale, ça va être, le résultat, ça va être v autant t plus h. Donc ça nous permet déjà une première intégrale de calculer une nouvelle vitesse. Et donc je prends la formule que j'ai mis. Donc les nouvelles vitesses autant t plus h, c'est les anciennes vitesses autant t plus h mon pas de temps multiplié par v' de t. Ok. Donc j'utilise Euler explicite pour obtenir mes nouvelles vitesses. Et pareil, il faut encore intégrer ça pour obtenir mes nouvelles positions. Donc je reprends pareil, les nouvelles positions autant t plus h, c'est mes anciennes positions autant t, plus h fois mes vitesses autant t. D'accord? Donc là, j'ai utilisé Euler explicite pour calculer mes nouvelles vitesses et mes nouvelles positions. Et donc là, je vous ai dit, c'est super facile comme calcul.
une addition, une multiplication, mais juste le pas de temps, il doit être petit. Et après, en tant qu'informaticien, quand je l'écris comme ça, je sais pas si ça vous a tout de suite vous avez vu un truc, mais je suis en train de dire que là que mes positions autant t plus h, quand je regarde le calcul là, merde, elles dépendent des vitesses autant t, et juste avant j'ai calculé les nouvelles vitesses. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait entre guillemets que j'ai deux tableaux que je mets à jour, mes vitesses autant t, mes vitesses autant t plus h là pour pouvoir faire la troisième ligne de calcul des positions, hein, parce que donc j'ai mes accélérations, je calcule mes nouvelles vitesses, notamment que j'écrase, et si j'ai encore besoin de mes V de t, là, il faudrait que je sauvegarde. Mais parfois, c'est cool, c'est que le slide suivant, bah, ce que j'ai fait là, c'est que au lieu de, je remets là, au lieu de calculer mes positions x de t plus h avec V de t, en fait, je vais les calculer avec V de t plus h, donc avec les vitesses que je viens de calculer. Donc, en tant qu'informaticien, bah, c'est plus pratique. J'ai mis à jour mes vitesses et je calcule mes positions avec ces nouvelles vitesses. Et en plus, mathématiquement, mécaniquement, bah, ça nous donne une méthode plus stable. En fait, il vaut mieux faire comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais vous demander d'implémenter en TP. Donc je refais, on calcule les forces, on a nos vitesses et nos positions au temps t. À partir de là, je calcule mes accélérations en divisant mes forces par mes masses. Et après, j'utilise le schéma d'intégration de l'air explicite pour obtenir mes nouvelles vitesses v de t plus h. Donc c'est v de t plus h fois la v' de t. Et je calcule mes nouvelles positions, x de t plus h, toujours avec l'air explicite, c'est x de t plus cette fois-ci h fois le v de t plus h, les vitesses que je viens de calculer. Et vous faites ça à chaque pas de temps, et voilà, vous avez votre animation qui fonctionne. Vous avez maintenant tout pour faire toutes les étapes de calcul. Donc vous savez, enfin, on a vu un peu comment calculer les forces. On sait comment calculer les accélérations, c'est simplement diviser les forces par les masses. Et maintenant, je sais intégrer mes accélérations pour obtenir mes vitesses. Et je sais intégrer mes vitesses pour obtenir mes nouvelles positions. D'accord? Si je regarde la ligne de vitesse, hein, ma vitesse, elle dépend de la vitesse d'avant, du pas de temps et la dérivée de la vitesse accélération. Et si je regarde la ligne des positions, la position t plus h dépend de la position précédente en t, le pas de temps et la dérivée de cette vitesse, de cette position-là, donc la vitesse au temps t plus h. D'accord? Donc c'est bien le schéma de l'air explicite là où je reprends la formulation ici, par exemple, le x en ti plus 1, ça dépend du x que j'avais avant, ti, de mon intervalle h et du y', donc de la dérivée de ce des x en ti. Voilà déjà pour cette schéma de l'air explicite et puis semi-implicite. Et puis après, donc je vais vous montrer déjà deux façons d'appréhender cette méthode de l'air explicite. Et puis une autre façon, une dernière façon de l'appréhender, c'est de se remettre dans mathématiquement là ce qu'on vous a appris sur le calcul de l'intégrale. Donc je reprends la formulation abstraite là. Donc je vous rappelle, le but du jeu, c'est j'ai un x' qui dépend, c'est une fonction qui dépend du temps t et d'un x. Le but du jeu, c'est de calculer son intégrale. Donc c'est de faire l'intégrale de f de t de x de dt. Et l'intégrale, hein, vous vous rappelez, on se place sur un intervalle, donc ti plus 1. Et donc c'est pour ça que j'ai marqué l'intégrale, c'est l'intégrale entre ti et ti plus 1 que j'ai à faire. Si vous connaissez la primitive de cette fonction, vous pouvez calculer la valeur exacte de l'intégrale, d'accord? Et c'est là où j'ai marqué, bah, du coup, c'est mon grand F, là, la primitive, pris entre ti et ti plus 1, et ça fait le f de ti plus 1 moins f de ti, d'accord? Donc j'ai marqué, hein, le grand F, c'est x de t, enfin c'est la primitive d'x' de t, là, dans mon cas, c'est x de t. Donc du coup, je revois le dernier item là du premier bloc. Donc l'intégrale entre ti plus 1 de cette fonction, c'est rien d'autre que x de ti plus 1 moins x de ti. Nous, nos buts du jeu, c'est de calculer x en ti plus 1. Donc je passe x de ti plus 1 de l'autre côté. Donc j'ai x de ti plus 1, c'est
x en TI plus l'intégrale entre TI et TI plus 1 de ce fonction f, petit f. D'accord. Donc si j'appelle ce petit f là phi, donc ça nous fait là le deuxième bloc là que j'ai marqué, c'est x de TI plus 1. Donc on peut se dire ma position en TI plus 1, c'est quoi? La position que j'avais en TI plus mon intégrale en rouge là de cette fonction phi pris entre TI et TI plus 1. Et si vous vous rappelez, l'intégrale, c'est quoi? C'est la surface bornée par la courbe de cette fonction phi de t. D'accord? Donc mon slide suivant là, finalement, donc si vous regardez le schéma là où j'ai fait apparaître la surface, donc j'ai fait une fonction, je l'ai appelée phi. Je regarde son évolution au cours du temps. Hop, c'est ma courbe là. J'ai fait n'importe quoi. C'est ma courbe là. Maintenant, je regarde vraiment ce qui se passe sur un intervalle TI plus 1. Ok, je regarde entre TI et TI plus 1 ce qui se passe. Et quand on me demande de calculer l'intégrale, en fait, normalement, c'est calculer toute la surface là. La surface bleue sur mon slide, la surface marron. D'accord? C'est ça qu'on est en train de faire comme calcul. Et quand je vous ai donné la méthode de l'air explicite, donc j'ai remarqué là la fin de mon bloc, la formulation, il dit simplement c'est H fois F de TI YI. Donc le H, c'est mon pas de temps, là, c'est ce qui est en abscisse, et le F, c'est ce qui est en ordonnée. Donc ça veut dire que j'approxime, donc là, au lieu de trouver la valeur exacte, là, qui est ma surface marron, bah, il fait une grosse approximation avec l'air explicite et c'est mon rectangle bleu là qu'il y a sur mon side. D'accord? Donc on voit tout de suite, si mon pas de temps est petit, donc resserrer les deux barres là verticales, bah, à la rigueur, l'approximation entre mon rectangle et la surface sous ma surface là, c'est à peu près la même. Mais si j'augmente mon pas de temps, bah, l'écart là, vous voyez toute la partie blanche là, qui est au-dessus de mon rectangle, ça fait une grosse erreur. D'accord? Donc là, c'est une nouvelle façon de montrer, là, d'illustrer le fait que cette méthode d'intégration, elle est bien, mais elle marche qu'avec des petits pas de temps. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc là, c'était première méthode d'intégration de l'air explicite, qui nous permet de calculer la nouvelle position, la nouvelle vitesse en fonction de l'ancienne position, de l'ancienne vitesse. Autre méthode là qu'on va voir, pour les méthodes d'intégration, et je vous ferai que celle-ci. Et puis dans d'autres cours, moi on voit d'autres, mais là ça suffira déjà. C'est une méthode qui s'appelle Sturmer-Verlet. Enfin, donc c'est les noms des deux mathématiciens, hein, un qui s'appelle Sturmer et l'autre Verlet, donc ils ont appelé la méthode avec leurs deux noms. Ou bien elle s'appelle aussi Leapfrog. Leapfrog, enfin, en français on traduirait par saute-mouton, eux, c'est saute grenouille, mais nous, ce serait saute mouton. C'est à peu près, c'est assez similaire à Euler explicite, sauf que on va faire un décalage quand on va calculer les positions et les vitesses. Donc, si vous regardez là le dessin que je vous ai mis, donc le X c'est pour les positions, V pour les vitesses, bah, on va calculer les positions en temps T0, T1, T2, T3, et je vais calculer les vitesses au milieu de l'intervalle, donc à T à 1,5, T à 3,5, T à 5,5, etc. Donc je fais un décalage entre le calcul des positions et les vitesses. Et ce décalage, ça va rendre cette méthode en fait un peu plus stable. D'accord? Donc normalement, il y a des pas de temps plus grands. Alors après, avec je me mets dans le cadre du TP. En TP, comme la simulation est assez simple, etc., on voit pas forcément de grandes différences. À chaque fois, là, les étudiants ne voyaient pas une grande différence. Mais ça serait avec une application un peu plus compliquée là qu'on pourrait voir cette différence. Et en fait, donc là, j'ai remarqué formellement comment obtenir les vraies équations de cette méthode. Donc le première ligne, c'est le théorème de Taylor qu'on a vu tout à l'heure. Ok, je l'ai réécrit donc là à l'ordre 5.
Deuxième ligne, bah, au lieu de regarder en T plus H, je regarde en T moins H. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que là j'avais le plus H, ça devient moins H de la ligne d'en dessous. Bah, quand c'est au carré, ça change pas. Mais par contre, H cube, bah, ça devient moins H cube sur 6. H4, ça change pas. D'accord? Donc j'ai comme ça la ligne avec X' en T moins H. Après, qu'est-ce que j'ai fait? La première implication, bah, j'ai fait la soustraction entre les deux. Donc, vous prenez la première ligne, vous soustrayez la deuxième. Donc, les x' de t moins x' de t, ça se supprime. Ils apparaissent plus. H x secondes de t moins h x secondes de t. Donc, on a 2h x secondes de t qui apparaissent. OK. Après, le h au carré sur 2, etc., moins h au carré sur 2, il disparaît. Et puis pareil, le h cube sur 6, il apparaît donc deux fois. Ça nous fait du h cube sur 3 multiplié par x quatrième. Donc ça, c'était ma première implication. Et la deuxième, j'ai simplement fait passer le moins y' de t moins h de l'autre côté. Donc il y a un plus qui apparaît devant ça. Et j'ai supprimé la dérivée quatrième. Donc on obtient là donc si je parle en vitesse, la vitesse au temps t plus h, c'est pareil que la vitesse que j'avais au temps t moins h plus cette fois-ci deux fois h et puis l'axe temps t. D'accord? Si au lieu de regarder en h, je regarde au milieu de l'intervalle en h sur 2, donc je reprends la même ligne, mais à chaque fois que j'ai h, je remplace par h sur 2. Voilà. Et puis donc mon 2H, il apparaît, du coup, il devient un H simplement. Et du coup, j'écris en bleu là ce qu'on va utiliser pour calculer les vitesses. Donc on a la vitesse au milieu du pas de temps, donc à t plus h sur 2. C'est pareil que la vitesse que j'avais au pas de temps précédent, mais ça fait donc le t moins h sur 2, plus h fois l'accélération. D'accord? Donc si je reprends mon dessin ici, et je peux pas vous faire, donc j'arrive à calculer la vitesse au temps 3 demi par rapport à la connaissance que j'avais à la vitesse au temps 1 demi. Voilà, c'est tout. Ça revient au même, quoi. Pour la position, on la calcule sur l'intervalle t et t plus h, d'accord? Donc la position, là, par exemple, elle est calculée entre t0 et t1, ou bien t1 et t2, etc. Et on peut utiliser, donc je vous ai montré que l'aire explicite, c'est l'approximation de la dérivée. Et je peux refaire aussi cette approximation au milieu de l'intervalle. Donc je peux aussi dire que la vitesse au temps t plus h sur 2, c'est à peu près égal à x' de t plus h, à x de t plus h moins x de t divisé par h. Et du coup, je fais passer de l'autre côté, donc j'ai la position au temps t plus h qui est égale à x de t plus h fois la vitesse au temps t plus h sur 2. Dit autrement, je recommence. Je vous dis, on calcule les positions. Je fais un décalage pour calculer les vitesses. Donc ce premier slide là, ça me disait comment j'arrive à calculer mes vitesses au temps t plus h sur 2, connaissant mes vitesses au temps t moins h sur 2, c'est tout ce que ça dit. Et maintenant, ce slide là, ça me dit comment je calcule mes positions avec, mes vitesses, on les a calculées que à t plus h sur 2, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait soin là pour calculer mes nouvelles positions avec les vitesses que j'ai calculées au milieu de l'intervalle. D'accord? C'est tout ce que ça dit là, ces deux slides. Et comme ça, là, je refais apparaître comme j'aime bien écrire pour les autres, là, toutes les étapes de calcul pour ma boucle d'animation. Donc, je refais. On a la position au temps t0, on a la vitesse au temps t0, on calcule les accélérations au temps t0 en divisant les forces au temps t0 divisé par la masse. D'accord? À partir de là, je peux calculer les vitesses au temps t0 plus h sur 2, d'accord? Donc c'est le v de t1 demi là, avec ce que je vous ai montré avant. Je peux calculer aussi les vitesses si on veut au temps t0 plus h. Ok, et à partir de là, du coup, je peux calculer les positions au temps t0 plus h. Là, c'est mon x de t1 qui apparaît. Et puis, de manière générale, là, c'est le bloc qui est en bas.
Donc j'ai réécrit l'accélération à quoi c'est égal, les vitesses au milieu du patin ou bien pour me remettre au temps t plus h et les positions que je calcule à partir de ça. D'accord? Donc en TP, je vous demanderai de faire les calculs avec, je sais pas où il est, le slide qui est ici. Je vois plus son numéro parce que je dois le cacher. Ou je dois pas le voir, c'est le slide 31. Donc première boucle d'animation en suivant la méthode de l'air semi-implicite. Et c'est pas celui-là que je voulais en fait. Je sais pas où il est. J'ai dû le passer avant. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est le slide 41 et même le 42. Alors je recommence. Une première façon de faire, ce sera avec le slide 42. Là, on a tous les calculs pour faire la boucle d'animation en utilisant la méthode d'intégration semi-implicite. Et puis après, le 42, on modifie un petit peu pour obtenir le 48 avec la méthode d'intégration de Leapfrog ou Stormer-Verlet. D'accord? Ouais. Ça va pour tout le monde là?